Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être de votre présence pour cette deuxième université du soir sous le nouveau format via Teams. Donc, nous parlerons d'une facturation électronique. Nous avons choisi donc ce thème parce qu'on a notre nouveau dispositif qui se met en place et qui va s'appliquer pour nous tous sur toutes nos exploitations, quel que soit notre type d'exploitation, que ce soit des grandes cultures comme la plupart d'entre nous, que ce soit des exploitations avec des circuits courts, que ce soit des entreprises façon. Du coup, nous l'avons positionné cette séance aujourd'hui car cette nouvelle réglementation va s'appliquer donc dès l'été 2026. Et du coup, nos intervenants vont nous présenter toutes ces précisions au fur et à mesure de notre séance. Donc, il faut que nous ayons choisi une plateforme et que nous ayons des outils informatiques adaptés. Et nous verrons cela dans la deuxième partie de cette université du soir. Donc, pour nous présenter ce dispositif, donc j'ai autour de moi la direction départementale des finances publiques d'Eure-et-Loir. Donc, à ma droite, monsieur Jean-Marc Garrigue, le directeur, accompagné de madame Laurence Bluette, directrice du pôle gestion fiscale et adjointe de monsieur le directeur, et de monsieur Pascal Dessil, que nous verrons lors de la prochaine présentation, qui va me rejoindre. Je vous propose donc de débuter sans attendre, et je laisse du coup monsieur Garrigue introduire notre sujet. Bien, merci beaucoup. Tout d'abord, merci au président de la Chambre d'agriculture de nous recevoir ce soir pour aborder ce sujet de la facturation électronique. Comme vous l'avez très justement dit, c'est un sujet important, tout simplement parce que ce chantier va concerner les rouages principaux de l'économie, bien sûr les exploitations agricoles, mais également les entreprises. C'est un changement, qui va modifier les modes de facturation traditionnels tels qu'on les connaît. Et je vous rappelle qu'ils sont relativement anciens puisqu'ils datent de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc un changement à prévoir. Bien sûr, quand on s'exprime devant vous sur ce changement, bien sûr que nous sommes conscients du fait que cette évolution intervient à un moment où l'environnement national, le contexte national, le contexte international est plus sensible. Néanmoins, je pense qu'il convient de passer outre cette situation et bien aussi intégrer le fait que la facturation électronique va constituer un atout pour les exploitations agricoles. Atout sur lequel on va revenir en termes d'amélioration de la compétitivité, atout également en termes d'équité, de concurrence. C'est également un dispositif qui va permettre d'avoir une meilleure connaissance de l'activité économique, dont l'activité bien sûr agricole. Et puis c'est également à terme un dispositif qui va nous permettre de simplifier la déclaration de TVA. Ce qu'il faut également voir, c'est que ce changement, en fait, il a déjà commencé. Il a commencé et il convient même de le réguler aujourd'hui. Je pense que vous êtes tous confrontés à des opérateurs, des grosses entreprises, des opérateurs, je pense par exemple à EDF, aux opérateurs téléphoniques qui d'ores et déjà utilisent des plateformes pour mettre à votre disposition les factures clients. Je pense également aux collectivités locales, voire même à l'État, auprès desquelles vous pouvez être amené à présenter des factures, et ces factures, vous les présentez sur une plateforme également qui s'appelle Chorus Pro. Donc vous voyez, la facturation électronique dans son concept est déjà présente. Aujourd'hui, il appartient à l'État de réguler ce phénomène, sinon demain, on pourrait se retrouver à avoir autant de modalités de facturation que de clients et de fournisseurs. Voilà ce que je peux dire en introduction. Merci pour cette belle introduction, monsieur le directeur. À présent, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pour ce faire, je crois que madame Laurence Bluette, vous allez nous présenter les premières
les premiers aspects de cette facturation électronique, accompagné de Monsieur Pascal Décile, que j'accueille à ma droite. Donc, bonsoir à tous. Donc, nous allons faire un premier point sur les entités qui sont concernées par cette réforme. Donc, en fait, la réforme concerne l'ensemble des entités qui sont soumises à TVA. Donc, dans notre jargon, ce sont les assujettis. Donc, c'est toutes les entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires, quelle que soit leur forme juridique, et y compris les entreprises qui sont sous le régime de franchise en base ou du remboursement forfaitaire agricole, ainsi que les entreprises étrangères dès lors qu'elles font des opérations soumises à TVA française. Et également, comme on disait tout à l'heure, les entités publiques comme l'État, les collectivités locales, les établissements publics, et les GIP et nationaux ou tout organisme public. Donc c'est vraiment une obligation entre fournisseurs et clients soumis à TVA qui sont concernés par cette réforme. Alors, les apports de la facturation électronique qui sont déjà détectés. Donc, c'est une gestion déjà quotidienne qui devrait être simplifiée parce qu'il y aura un suivi simplifié au niveau de la comptabilité et des paiements, puisque vous saurez automatiquement si la facture a bien été reçue, si le client a bien validé la facture et dès qu'il y aura le paiement, vous aurez un envoi de la plateforme qui vous informera. Donc, vous aurez le cycle de vie de la facture qui sera mis en ligne. Donc, il y a aussi moins de papier, pas de frais postaux, donc ce sera plus rapide. Du moment où la plateforme transmet la facture, c'est immédiat, le client reçoit sa facture, va valider ou non l'accord que la facture est bien conforme et va pouvoir payer beaucoup plus facilement. Donc, ce qui vous permet d'avoir un gain aussi au niveau de la gestion de la trésorerie. Ça permet aussi une plus grande conformité des factures, comme on disait tout à l'heure, puisque toutes sortes de formats de factures apparaissent. Donc là, toutes les factures se ressembleront, mais il y aura une meilleure lisibilité dans les factures. Et aussi, cela vous permet aussi de vous rapprocher plus aisément du devis. Donc, ce qu'on disait aussi, un délai de traitement un peu plus rapide, il y a moins de temps de saisie, de correction, et un gain de stockage aussi, puisque la plateforme sur laquelle vous aurez adhéré conservera et les factures reçues et les factures émises. Donc, ça vous évite d'aller sur plusieurs plateformes pour pouvoir avoir vos factures d'achat ou de vente. Et ça permet un peu de temps de gain sur le temps entre les échanges. Donc, pourquoi aussi la mise en place de la facturation électronique? C'est aussi pour une concurrence plus juste et plus loyale. Pour les entreprises, évidemment, de bonne foi. Donc, ça permet quand même de lutter contre la fraude. Ça permet aussi une transparence économique dans les échanges, une amélioration de la trésorerie et du pilotage comptable. Donc, c'est pour vous et pour toute entreprise, c'est important de savoir où est sa facture. Ça évite de relancer même le client qui vous dit « mais non, je ne l'ai pas reçu ». Si, là, j'ai la preuve, j'ai une attestation, et donc qui va vous permettre de suivre les délais de paiement. Comme disait monsieur le directeur tout à l'heure, pour nous aussi, c'est une meilleure adaptation des politiques publiques, puisqu'on aura au niveau de l'État une connaissance un peu plus précise de l'activité de toutes les entreprises, quelle que soit la catégorie, et pouvoir mieux piloter aussi les politiques économiques en fonction, si on détecte des difficultés dans tel ou tel secteur en regard de la TVA. Alors, qu'est-ce qu'une facture électronique ? Alors, il ne s'agit pas d'un PDF adressé par mail. C'est une facture émise, transmise et reçue sous une forme dématérialisée. Donc, vous voyez le script de cette facture qui comprend de nombreuses indications pour que toutes les plateformes, entre elles, puissent lire la facture et vous puissiez la rematérialiser ensuite en format PDF. Et ça va permettre une sécurisation des données. C'est un fichier dont les données sont organisées pour être lisibles automatiquement et ce sera horodaté et dès son dépôt par la plateforme. Alors, sur toutes les données de la facture électronique, on a une trentaine sont transmises via cette facture, mais il y a des nouvelles données, 4. Donc normalement, il y a toujours le numéro sirène de l'émetteur de la facture, mais là, il y aura aussi le numéro sirène du destinataire de la facture, puisque c'est par ce numéro sirène que la plateforme saura vers quelle entreprise, vers quel client envoyer votre facture.
Évidemment, il y a toujours la date d'émission, un numéro unique de facture, leur mention de la catégorie de l'opération. Est-ce que c'est une prestation de service, une vente, voire les deux? L'option pour le paiement de la TVA sur les débits, si elle est prise. Il y a toujours le total hors taxe par taux d'imposition, le taux de TVA à appliquer et également l'adresse de livraison si elle est différente de l'adresse de facturation. Donc le périmètre de la réforme, globalement, c'est la facturation électronique, la transmission électronique de données de facturation, mais il y a aussi la transmission électronique des données des transactions, donc ce qu'on appelle aussi le e-reporting de transactions. La transaction électronique aussi des données de paiement, notamment pour les prestations de services, d'où un e-reporting dans certains cas de paiement. Donc ce dispositif dépendra toujours de la nature de l'opération, vente ou prestation de services, de la nature du client, c'est un professionnel ou un particulier. Si on vend à un particulier, on ne fait pas de facture électronique. Et du périmètre dans lequel les opérations sont réalisées. Donc, on va vous diffuser un circuit de transmission des factures des données classiques en ce moment que vous faites. Donc, vous préparez, comptabilisez, facturez faites votre facturation. Vous l'envoyez soit par courrier, soit par courriel à votre client qui est assujetti à TVA. Normalement, il reçoit son courrier, il va valider ou contester la facture, ça dépend. Ensuite, va envoyer son paiement soit par courrier, soit par virement, selon le format de paiement. Et vous devrez faire, votre comptable fait un rapprochement entre le paiement et l'émission de la facture. S'il y a des litiges, des dates, des comptabilisations. Donc là, c'est le schéma classique qu'on a, avec aussi un risque, lorsqu'on envoie par courriel, donc on a un risque quand même de piratage des données ou des données bancaires, au pire, mais aussi de vos messageries qui peuvent être piratées et transmettre des factures erronées à des clients. Ensuite, votre comptable ou vous devez ensuite souscrire par télédéclaration les déclarations CA3, CA12 auprès de l'administration. Donc ça, c'est votre schéma actuel, général, qui est appliqué. Donc la facturation de demain, comment ça va se passer? Donc on a toujours une préparation de sa facture. La facture d'émission la facture va être passée par une plateforme dite d'émission qui va se rapprocher de l'annuaire pour voir si le numéro sirène du client est connu. De fait, elle saura à quelle plateforme elle doit envoyer la facture, donc la plateforme de réception, qui la transmet automatiquement au client qui est assujetti à la TVA. Ensuite, vous avez Donc en fait, les plateformes, elles sont en ce moment agréées. On est en train de vraiment de valider la mise en conformité et pouvoir que tous les échanges entre clients et professionnels soient validés via les données des factures. Et ce sont les plateformes qui s'engagent à faire respecter les schémas de déclaration. Là, ce que vous nous expliquiez, donc en tant qu'agriculteur, agricultrice, nous devons forcément passer par des plateformes. Oui. Dans ces plateformes-là, les numéros de SIRET, les numéros de TVA, tout sera déjà rentré. Alors en fait, les plateformes à chaque fois se rapprocheront de l'annuaire que vous avez vu pour vérifier que le sirène existe bien, donc que le client existe bien et va alimenter cet annuaire pour aussi le mettre à jour et ensuite transmettre directement à la plateforme de réception du client. Okay. Mais du coup, on n'a aucune démarche à faire pour s'enregistrer sur la plateforme, pour enregistrer nos clients. On cherche l'intitulé de... On va émettre la facture et c'est la plateforme qui va valider les numéros sirènes. Ok. Donc, facture électronique ne veut pas dire forcément PDF. Non. C'est vraiment tout un script, oui, comme codage, on vous a montré tout à l'heure, c'est un codage spécifique. Qui est spécifique et c'est pour ça qu'en tant qu'agriculteur, on va être obligé de choisir nos plateformes à terme. À terme. Et sachant qu'elles utilisent toutes le même langage. Donc, pour pouvoir discuter entre elles et échanger sur l'ensemble des informations. Alors, je prends des questions là qui arrivent au fur et à mesure. Peut-être que vous me répondrez par la suite. On a une première question sur le coût supplémentaire justement de ces plateformes. Alors, soit on la prend maintenant, soit on reviendra
plus tard sur cette question. Maintenant. Allons-y. En ce qui concerne les plateformes agréées, effectivement, il y a un coût qui est à prévoir. C'est pas effectivement une gratuité du service rendu. Cela étant, on voit de plus en plus de professionnels qui se positionnent sur ce sujet-là, en association avec des plateformes, et qui pratiquent déjà des tarifs qui sont très préférentiels. Donc il y a une opération qui est importante pour l'ensemble des professionnels, c'est de rechercher le meilleur produit au moindre coût finalement, et qui répond parfaitement à leur attente. Est-ce qu'ils ont beaucoup de factures à émettre? Est-ce qu'ils en reçoivent beaucoup? Donc selon la volumétrie, selon l'ensemble des données et des services qu'ils veulent obtenir, il y aura effectivement une variabilité des coûts qui sera assez concurrentielle, et donc il faudra effectivement choisir le produit qui convient le mieux en fonction de l'activité de chacun. Et justement, pour choisir le produit qui convient le mieux, où est-ce qu'on peut trouver la liste? On y reviendra tout à l'heure, mais effectivement, on peut déjà répondre. Il y a déjà, l'administration se propose de donner des labels aux plateformes agréées pour qu'on soit sûr de la qualité de ces plateformes agréées. Premier point. Deuxième point, c'est qu'on peut aussi utiliser un logiciel qui soit compatible avec ces plateformes agréées. Et là, quelque part, il y aura une certaine transparence pour l'utilisateur du produit qui est un peu intégré. Si on prend un produit de comptabilité qui dialoguera avec une plateforme, il faut s'assurer que le produit de comptabilité est agréé. Donc là, c'est aussi un choix. Et donc, il y a, parallèlement à ça, un certain nombre d'experts comptables qui proposent déjà des produits qui sont en lien avec des plateformes agréées. Chacun avance avec des produits qui sont agréés et qui sont plus ou moins, on va dire, à moindre coût. Ok. Alors, je crois que justement, vous allez nous parler dans cette deuxième partie de ces éléments de plateforme. Choisir. Donc là, pour parler du rôle des plateformes, Monsieur Lucile, je crois que c'est vous du coup qui prenez la suite. Donc, Madame Bluette vous a présenté le schéma général de fonctionnement d'échange des factures, et vous avez bien noté que dans ce contexte-là, le rôle des plateformes agréées est fondamental. Pourquoi ? Il y a plusieurs éléments, je ne vais pas tous les développer, mais elles vont être là pour être les garantes quelque part du bon échange des données entre plateformes. Donc, à l'émission, à la réception, à la conservation et à l'extraction des données. L'extraction des données, on a évoqué le sujet tout à l'heure, c'est pour les besoins de l'administration, mais l'émission et la réception, c'est pour le besoin du client-fournisseur. Donc tout ça va être effectivement soumis à un dispositif qui est agréé et donc contrôlé pour que les plateformes puissent répondre à ces obligations. Donc une certaine sécurité pour pouvoir répondre aux besoins généraux concernant les assujettis à la TVA. Donc ça, c'est le spectre général pour l'ensemble des plateformes. Okay. Et après, du coup, sur la partie vraiment purement agricole qui nous intéresse aujourd'hui. Pour effectivement le contexte agricole où effectivement on a des pratiques qui sont plutôt en lien avec l'autofacturation. Et ces pratiques-là vont pouvoir perdurer. C'est-à-dire la facturation électronique ne va pas remettre en cause le dispositif existant. Alors pour ceux qui sont adhérents à des coopératives, évidemment, ça va passer par le canal des coopératives. Donc elles vont pouvoir à la fois émettre pour leur compte de leurs adhérents les factures, mais aussi les réceptionner pour leur compte. On va le voir de manière un petit peu plus détaillée tout de suite. Mais deux précisions concernant ces aspects-là, c'est la date d'entrée dans la réforme en cas d'autofacturation. C'est pas la situation de la coopérative qui compte, mais la situation de son adhérent. Est-ce que son adhérent, est une grande entreprise ou un établissement de type important, ETI? Donc là, si c'est pas le cas, l'entrée dans la facture électronique en émission se fera au 1er septembre 2027. Pour autant, en réception, et c'est ça qu'il faut retenir ce soir, en réception, c'est tout le monde dès le 1er septembre 2026. Donc on y reviendra tout à l'heure en termes de calendrier. Donc,
forcément, ça crée une contrainte qui est rapidement là devant nous. Deuxième aspect qui concerne les obligations des coopératives, c'était que effectivement, il pouvait y avoir un compte par adhérent. Et bien là, le dispositif de tolérance spécifique est maintenu pour le monde agricole, c'est-à-dire que les coopératives pourront émettre une numérotation continue, mais pour l'ensemble des adhérents agricoles de leur coopérative. Donc c'est une situation un petit peu plus souple à laquelle on peut être confronté. Autre aspect, les achats et ventes sur une même facture qui se rencontrent assez fréquemment également. Donc là, une facture d'une coopérative qui va enregistrer à la fois la vente et l'achat de produits. Alors là, ça va être confronté à un changement, c'est que demain, il faudra émettre 2 factures. La facture de vente par la coopérative à l'agriculteur, et puis inversement, la facture de vente par l'agriculteur de sa production à la coopérative. Cela étant, toujours par rapport à l'existence de ces coopératives, le maintien de la possibilité pour la coopérative d'établir les autofacturations dans le sens de la vente ou dans le sens de l'achat. Donc après, sur la compensation, c'est un élément de paiement qui va faire que la facture d'achat et la facture de vente vont pouvoir se compenser. Mais là, ça va devoir donner lieu à ce qu'on appelle le reporting des informations de paiement. Pourquoi ? Parce que c'est en lien avec l'exigibilité de la TVA, c'est-à-dire que la TVA ne devient à payer au profit de l'État qu'au moment où effectivement le paiement intervient. Et donc c'est cette nécessité-là qu'il faudra intégrer. Pourquoi ? C'est parce que à terme de la facturation électronique, c'est de pouvoir précompléter la déclaration de TVA. Donc c'est quelque part une situation d'amélioration de la partie administrative de la gestion de la TVA. Et du coup, peut-être plus de rapidité aussi dans le remboursement ? Plus de rapidité et au moins plus de rapidité de notre part aussi dans l'examen des demandes de remboursement. Pourquoi ? Parce qu'on aura les factures qui seront déjà disponibles en vision. Donc on peut s'attendre aussi de notre côté à une accélération des restitutions qui sont dues aux agriculteurs qui ont avancé la TVA. Le remboursement forfaitaire agricole, alors là, comme on l'exposait tout à l'heure, en ce qui concerne le champ d'application de la TVA, tous ceux qui sont dans le champ d'application de la TVA sont concernés par la facturation électronique. Donc là aussi, ça touche les remboursements forfaitaires agricoles avec obligation de transmission de factures électroniques et également d'indication des transactions de paiement. Donc, si les modalités pour obtenir un remboursement, elles ne sont pas modifiées, il faudra passer du format papier au format numérique. Donc, ça aussi, c'est un changement de nature de l'obligation de facture qui existe déjà depuis un certain nombre d'années. Donc, les relevés de comptes qui peuvent exister dans les coopératives agricoles, qui transmettent des relevés de comptes à leurs adhérents. Ces documents sont indicatifs, mais ils servent aussi aux comptables pour faire les écritures. Et donc, ça aussi, ça entrera dans le dispositif de la facture électronique qui nécessitera aussi des échanges entre plateformes. Donc après, il y a la partie sur les agriculteurs qui ont des clients ou des fournisseurs à l'étranger. Voilà, donc on a 2 aspects, soit l'importation, soit les exportations. Quand on est en mode exportation, on est aussi potentiellement avec des livraisons intracommunautaires qui sont dans le champ d'application de la TVA, mais qui ne seront concernées que par le reporting de données. Donc ça échappe à ce stade à la facturation électronique, et donc c'est une modalité spécifique de reporting des informations de transmission de biens. Après, pour les importations, les cas sont assez rares pour les prestations de services, mais vous pouvez être confronté à des acquisitions de marchandises, et donc là aussi, il y aura nécessité
d'avoir un aspect reporting des données. Et donc ça veut dire qu'au niveau international, on a Alors, au niveau des international, entreprises qui vont être renseignées directement dans cette là, base. on a déjà des données parce que, en fait, les données transitent par les douanes. Et donc, on est alimenté par les données douanières. Donc là, c'est le pré-remplissage de la déclaration de TVA est déjà en route pour les données d'importation. Donc, l'exigence pour les importations sera moins grande. Une nouvelle. Ensuite, on a le cas des factures émises donc, par des fournisseurs particuliers. Le fermage, et puis là Voilà, aussi, les factures de panneaux photovoltaïques, qui est une pratique qui se répand d'année en année sur le territoire. Donc, il faut voir dans quelles conditions s'exerce l'activité. Si elle est dans le champ d'application de la TVA, eh bien, égale facturation électronique. Donc, un particulier qui, lui, réalise des activités économiques habituelles est généralement assujetti à la TVA. S'il fait ça, il se comporte comme un commerçant, quelque part. Donc, il va émettre des factures et il va devoir rentrer dans le champ d'application de la facturation électronique. Pour ce qui est de la location de terre, là, c'est une disposition spécifique d'exonération de TVA. Donc, ne sont pas dans le périmètre et n'ont pas à être établis sous le format électronique. En ce qui concerne les panneaux photovoltaïques, c'est la capacité de production. Si on est sur des capacités de production qui excèdent les 3 kW crête, eh bien là, on va rentrer dans le dispositif de facturation électronique, alors qu'en deçà, non. Okay. Donc c'est un petit peu le distinguo, mais là, je pense que dans les contrats qui sont signés pour les productions et d'injection sur le réseau, ça doit être assez facilement indiqué. Donc là, pour les agris qui n'ont par exemple que des fermages, qui ne font que des factures annuelles pour le fermage, ça peut encore passer, mais de toute manière, on est obligé d'avoir recours à ce logiciel, de prendre ce logiciel pour que toutes les autres opérations type COP puissent se voilà, faire. Donc tout ce qui sera émis par les coopératives, il faudra bien effectivement le gérer au niveau de l'entreprise. Il faudra également pouvoir réceptionner toutes les factures qui sont émises par tous les autres prestataires. C'est-à-dire que les entreprises de production d'énergie, les entreprises qui sont liées à l'exploitation et vont émettre aussi, ils seront tenus d'émettre dès le 1er septembre 2027 leur déclaration, leur facture sous format électronique. Merci. Donc après, concernant les avances de trésorerie, ça c'est un... Alors, les avances de trésorerie, elles doivent faire l'objet d'une facture et mentionner la TVA. Donc, elles sont dans le champ d'application de la réforme, contrairement aux arts et aux cautions qui, elles, ne sont pas soumises à TVA. Et donc, dès lors que ce n'est pas soumis à TVA, on n'est pas dans le champ d'application de la facture électronique. Voilà. Ensuite, on a les factures périodiques ou récapitulatives. Alors, c'est dans le champ si... c'est des factures périodiques, mais qui couvrent une période d'1 mois maximum. Donc ça, c'est dans le champ de la facturation électronique. Chaque opération effectuée sur la période fera l'objet d'une ligne de facture. Donc ça rejoint un peu les lignes de codification qu'on voyait tout à l'heure. Ça sera inclus effectivement dans ces lignes de codification. Et ensuite, donc pour les agriculteurs en vente directe, par exemple, qui se développent également de manière importante au cours de ces dernières années, c'est un commerce qui peut bénéficier aux particuliers. Et donc, les particuliers sont non assujettis à la TVA. Donc, l'obligation de facture électronique n'existe pas. En revanche, il faut faire le reporting de la transaction. J'ai réalisé tant d'opérations avec des particuliers. Donc là, dans le schéma tel qu'il est présenté là, on a l'utilisation d'un logiciel de caisse. Et donc, on a éventuellement un autre logiciel avec qui ce logiciel de caisse dialogue, c'est celui de l'expert comptable. Eh bien, ça sera lui qui communiquera avec la plateforme d'émission et qui va alimenter les données qui seront utiles à l'administration. En revanche, vis-à-vis du non-assujetti, la vie continue. On lui délivre son ticket de caisse comme par le présent. Ça ne change pas les modalités.
Donc ça veut dire que pour tous les agriculteurs qui sont déjà équipés d'un logiciel pour faire les factures, il y a des connexions qui sont possibles et il n'y a pas de format de facture à remodifier ou Alors c'est ça qu'il faut s'assurer, c'est-à-dire que quand j'ai un logiciel de caisse, il faut se rapprocher du logiciel derrière de l'expert comptable pour savoir si le dialogue se fait correctement et si le logiciel de l'expert comptable va bien dialoguer avec une plateforme. Ouais. Si tout est déjà prêt, et généralement ils se mettent en configuration pour l'être, si tout est bien préparé sous cet angle-là, il ne devrait pas y avoir de difficultés majeures. Ouais, parce qu'après, du coup, c'était la question aussi du coût supplémentaire. Il y a peut-être des arrangements qui sont faits sur des logiciels qui sont déjà développés. Il faut voir avec son expert comptable quel est le surcoût qu'il entend facturer ou pas. Certains, on entend dire qu'effectivement, là aussi, certains sont plus ou moins offensifs sur le sujet. Autre exemple qui rejoint le commerce d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'utilisation du e-commerce et donc le développement là aussi avec une plateforme de e-commerce qui va potentiellement dialoguer avec un logiciel d'expert comptable. C'est le même raisonnement. Dès lors que le logiciel d'expert comptable est prêt à recevoir les données du logiciel de e-commerce, il va pouvoir dialoguer avec la plateforme d'émission. Là aussi, on est face à des non-assujettis à la TVA. Donc, là, l'objectif, c'est de pouvoir transmettre les données et les données vers l'administration. Okay. Exemple complémentaire, là où on voit apparaître un certain nombre de banques qui proposent des produits complètement intégrés, en proposant des situations d'utilisation du compte bancaire comme étant à la fois l'émetteur de la facture, le service rendu pour assurer le reporting. Donc là aussi, il faut se renseigner pour savoir ce que propose sa banque, pour pouvoir répondre, là, dans cet exemple-là, au reporting de la vente à des non-assujettis, et voir si elle dialogue bien avec une plateforme agréée et qui permettra de satisfaire à l'obligation de transmettre les données. Ok. Donc justement, là, vous nous parliez des différents logiciels agréés. Vous allez nous en reparler plus en détail. Mais déjà, sur l'aspect comment se fait le lien entre la plateforme et le logiciel de gestion, donc notre démarche, c'est juste du coup de contractualiser avec une plateforme. Alors, il faut d'abord se renseigner sur quel est le logiciel qu'on utilise aujourd'hui. Est-ce qu'il est déjà, avec son éditeur, prêt à être accepté par une plateforme agréée? Si le logiciel est déjà compatible, il faudra effectivement choisir la plateforme agréée qui pourra dialoguer avec ça. Si je reprends l'exemple de la banque, là, ils sont en train de proposer des produits où déjà, ils proposent un lien direct avec des plateformes agréées. Donc, je dirais que l'agriculteur n'aura, comme obligation que d'avoir comme interlocuteur sa banque, qui, elle, aura pris pour partenaire une plateforme agréée. Donc, à la limite, dans ce cas-là, la plateforme agréée sera complètement transparente pour celui qui utilisera sa banque comme étant le vecteur unique de réception, d'émission de toutes les factures. Ça veut dire qu'on a... Parce qu'on est habitué à avoir, par exemple, nos centres de gestion qui reçoivent nos factures. Il peut y avoir des transmissions entre centres de gestion, banques, pour les plateformes agréées. Il faut effectivement expertiser un petit peu le dialogue qu'il peut y avoir demain entre le centre de gestion, la plateforme agréée qui est liée au centre de gestion, la banque, si on prend une banque, pour pouvoir faire aussi les échanges de données pour les autres facturations. Ok. C'est déjà un peu plus clair. Donc, je crois qu'après, vous aviez encore d'autres conseils à nous formuler. Oui. Surtout au niveau des exploitations. Donc, je regarde les questions. Enfin, je reprendrai à la fin les questions. Là, pour l'instant, il n'y en a pas de nouvelles. Au niveau du calendrier de déploiement. Voilà, le calendrier de déploiement, on le disait tout à l'heure, c'est déjà demain, puisque en termes de réception des factures,
il faut être en capacité de les recevoir dès le 1er septembre 2026. Donc, qui dit réception dit émetteur. Quels sont ces émetteurs-là? Ça va être les grandes entreprises qui vont commencer à émettre au titre de ce 1er septembre 2026. Donc, dès lors qu'on sera en capacité de réceptionner, rien n'interdit, en revanche, aussi d'émettre. Je veux dire, quelqu'un qui aura pris le virage du 1er septembre 2026, s'il est prêt pour la réception, il sera potentiellement prêt aussi pour l'émission. Donc, ça peut être aussi une manière d'aborder le sujet en disant je le fais pas en 2 temps, je le fais en un seul et je suis prêt au 1er septembre puisque je dois à tout le moins recevoir mes factures sous ce format. Parce que du coup, jusqu'au 1er septembre, il y aura entre guillemets, les deux pour la partie réception des factures, enfin sous format électronique, et la partie émission. Alors, on aura les deux formats voilà, qui vont cohabiter jusqu'au 1er septembre 2027. Parce que si je suis pas concerné par l'émission au 1er septembre 2026 et que je continue comme aujourd'hui à faire mes factures, je devrais le faire sous un mode facturation électronique à compter du 1er septembre 2027. Donc j'aurai les deux systèmes qui vont cohabiter. Voilà, il faut se poser la question de savoir si on est en capacité de franchir le pas complet. Ouais. Après, ça dépend. J'imagine pas forcément que de nous. Si on a des échanges forcément avec les fournisseurs Ça dépend des fournisseurs, ça dépend des coopératives aussi qu'on évoquait tout à l'heure. Forcément. Ok, pour le calendrier. Donc après, on parlait d'anticiper la facturation électronique et du coup les activités agricoles. Alors, pour anticiper, on évoquait tout à l'heure la création de 2 labels pour permettre aux entreprises et donc a fortiori aux agriculteurs de se repérer. C'est est-ce que les plateformes que l'on me propose sont agréées ou pas? Parce que là aussi, vigilance. On est dans un monde numérique. Des entreprises peuvent se présenter comme étant des plateformes agréées et qu'elles ne le soient pas. Donc, il faut être attentif et prudent sur la situation. Donc, l'agrément, il se gagne pas comme ça. Il faut présenter un certain nombre de garanties. Il faut être en capacité de répondre à un cahier des charges et qui, lui, est examiné par nos services. Quand je dis nos services, c'est nos collègues dans la région Nord. Vous voyez que structurellement, ça répond à des normes particulières. Et puis, deuxième aspect, la solution compatible, qui, elle, renvoie plutôt au logiciel que j'évoquais tout à l'heure, qui, lui, est-ce que cette solution-là est en dialogue avec une plateforme agréée? Et donc, si c'est le cas, bien, tout se passera assez bien, puisque finalement, le logiciel qui sert au quotidien va dialoguer directement avec la plateforme. Et donc, ces 2 plateformes, comment fait-on pour les trouver? On tape juste facturation électronique, plateforme agréée? On peut surtout aller sur le site impo.gouv pour pouvoir voir quelles sont celles qui sont agréées. Okay. Donc, il y a des pré-agréments en ce moment, il y a confirmation de ces pré-agréments. Je ne peux qu'inviter à aller sur impo.gouv. Il y a une rubrique professionnelle qui permet d'aller sur une page dédiée à la facturation électronique et qui permet aussi d'accéder aux différentes situations des plateformes qui sont connues aujourd'hui comme étant pré-agréées. Donc ça, la liste des plateformes va être actualisée au fur et à mesure, c'est ça? De l'eau, oui. Jusqu'en septembre 2026. Il y en aura peut-être d'autres. Après, il y a déjà des tests qui sont faits entre opérateurs à la TVA sur des plateformes déjà existantes. Donc, le dialogue commence déjà un petit peu à se faire. Merci du coup pour les plateformes. Alors, pour l'anticipation, qui est un terme nécessaire, on va dire, pour pouvoir se préparer sereinement, c'est analyser sa situation. Effectivement, on a combien de clients, combien de fournisseurs. C'est plus ou moins quantitatif en termes de production de factures. On a parmi ces factures-là, quelles sont celles qui sont concernées par la réforme. On a vu qu'il y avait les factures qui vont vers les assujettis à la TVA
et là, c'est concerné par la réforme. Il y a les factures ou facturettes qui vont vers le particulier pour de la vente de produits à emporter. Et là, c'est concerné par le reporting de modalités de transfert de biens et de sommes. Et donc, après, c'est sous quel format, aujourd'hui, j'effectue ces factures-là. Je suis au format papier. Comment je le fais? Quel produit je dois prospecter pour pouvoir basculer dans un format numérique? Ça, c'est important. Et après, si j'ai des clients réguliers, est-ce que je connais leurs sirènes? Est-ce que ces sirènes-là sont connues sur l'annuaire? Et l'annuaire est déjà disponible en ligne également. On peut accéder au niveau national à cet annuaire-là et donc aller s'assurer que le sirène de son client est déjà connu. Et justement, là, sur les changements de sirène, quand on a des changements de forme juridique sur notre exploitation, comment ça se passe? Est-ce que c'est à jour ça se met à jour, effectivement, puisque, en fait, une entreprise qui change de modalité doit passer par le guichet unique des entreprises pour déclarer ces changements. Et donc, ça va être véhiculé par ce vecteur-là et qui va alimenter l'annuaire. Donc, parce que parfois, il y a un petit délai quand même. Il y a un petit laps de temps. Oui, il y aura peut-être... Voilà. Si jamais on avait un échec, c'est-à-dire que le client assujetti à la TVA n'est pas connu, on peut toujours émettre une facture comme aujourd'hui. Hein. Ça ne prive pas du fonctionnement habituel. Sauf que effectivement, ça va être dans les premiers temps de la sirénisation de son client. Ok. Et du coup, toujours dans la même logique là, de changement d'entité juridique, parce que quand on change de structure juridique, de forme, on avertit les clients. Est-ce que du coup, ça pourra se faire automatiquement? Ça se fera automatiquement, puisque en fait, normalement, il va y avoir de la simplification. L'annuaire va se mettre à jour et donc les plateformes vont être à capacité de dialoguer entre elles grâce à cet identifiant unique. Ok. C'est positif dans cette... ensuite, je crois qu'on avait encore deux aspects. C'est porter une attention sur le besoin de disposer d'un logiciel de facturation. On l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que je suis déjà outillé? Est-ce que cet outil est déjà configuré? Est-ce que je peux me rapprocher de celui qui le met à jour pour savoir s'il va être mis à jour pour la facturation électronique? Est-ce qu'il va être en capacité d'être en lien avec une plateforme agréée ou pas? Vous voyez, ce genre de questions. Et donc, sur la nécessité de pouvoir d'ores et déjà se poser ces questions-là pour s'y préparer. Et après, c'est être accompagné. Alors, on est là aujourd'hui et on va continuer à être sur le terrain par la Chambre d'agriculture. Donc là, vous êtes l'excellent vecteur pour pouvoir accompagner tous ceux qui sont avec vous. Son cabinet comptable, évidemment. Si on a un cabinet comptable, qu'est-ce qu'il propose? Son organisme de gestion. Et puis sa banque, on l'évoquait. Mais il suffit de taper banque et facturation électronique sur un moteur de recherche et vous aurez de multiples propositions qui vont être déjà en ligne et qui prospectent déjà des nouveaux clients. Ok, vous avez fini avec cette partie-là. Donc je vous remercie déjà pour votre intervention, monsieur le directeur, vous pouvez me rejoindre, Johan aussi. Je vous remercie pour du coup la concision de vos propos, parce que c'est un sujet qui est assez large. On a des entreprises agricoles qui sont très diversifiées, avec sur chacune de nos exploitations des spécificités. Et c'est vrai qu'au niveau de tous les opérateurs qui gravitent autour de nous, on a beaucoup d'informations sur justement ces logiciels de facturation électronique, enfin, ces plateformes pour ces facturations électroniques. Et c'est vrai qu'on est un peu perdu quand on n'a pas du coup tous ces éléments de plateformes agréées, etc. Donc je remercie aussi les équipes autour de moi qui ont permis de vous réunir et puis de nous donner ces informations.
Je vais à présent donner la parole peut-être déjà à monsieur le directeur, puis à Johan, président de la Chambre, pour conclure cette université du soir. Et juste pour vous préciser, du coup, qu'on a notre prochaine université du soir qui sera en février, qui sera sur les circuits courts. Voilà, mais je vous laisse conclure, monsieur le directeur, avant Johan. Merci beaucoup. Moi, je voudrais simplement rassurer tous nos auditeurs, d'une part parce que leur dire que le secteur agricole, ça a été quand même le premier secteur économique en France qui s'est tourné vers la dématérialisation des déclarations. C'est un secteur économique qui est très bien accompagné avec les organismes de gestion agréés, avec les cabinets comptables. Donc je pense que ce dispositif, ce transfert, ce changement sera géré on va dire à son juste niveau. Le deuxième point, parce que ça, je pense que vous avez pu voir en début de présentation que la facture électronique, elle était quand même assez abstraite. Il y a un certain nombre de données qui ne sont pas très académiques. Je voulais simplement dire que les exploitants ne seront pas confrontés au complètement de cette facture qui peut faire peur. Et que, comme Pascal l'a dit, les logiciels de comptabilité feront le lien entre ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire la facture telle que vous la pratiquez, c'est-à-dire la facture bureautique. Eh bien, il y aura une conversion, on va le dire comme ça tout simplement, qui sera faite en facture électronique. Et ça sera fait par les logiciels qui seront mis à disposition, soit par votre cabinet comptable, soit par l'organisme de gestion qui s'occupe de votre dossier. Le troisième point aussi que je voulais indiquer, c'est que le prix, semble-t-il, est quand même fait partie des problématiques. Ce prix, la prestation ne sera pas exorbitante. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, on a 117 plateformes qui sont agréées. Donc ça ouvre quand même droit à la concurrence. Qui plus est, une des conditions, on va dire, d'agrément, c'est justement d'avoir un prix qui soit abordable. Donc, pas de crainte non plus sur un surcoût qui serait trop important. Je rappelle ce qui a été dit au début de la présentation. Derrière, il y a un gain de temps, il y a un gain de gestion, il y a une gestion beaucoup plus fine, et surtout, il y a une traçabilité de la facture on va dire, au fur et à mesure de sa transmission, qui est très importante, notamment pour bien gérer ses paiements. Et puis le dernier point que je dirais, c'est qu'il y a plusieurs pays qui nous ont précédés. Il y a l'Italie, il y a le Portugal, il y a un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, selon des dispositifs qui sont un petit peu différents de celui que l'on vous a présenté. Mais à ce jour, aucune des entreprises qui sont tombées dans le nouveau champ d'application de la facturation électronique ne reviendrait à la période précédente. Voilà ce que je veux dire. Merci, monsieur Gary, parce que je vous avais demandé d'être concis, et c'est concis et précis. Merci. Johan, je te laisse du coup conclure. Oui, merci. Bonsoir à tous. Je voulais tout d'abord remercier les services de la DDFiP qui ont permis de nous éclairer un petit peu sur ce que va être la facturation électronique. Je vois que vous êtes nombreux connectés ce soir, donc c'est un sujet qui interroge, qui interpelle. Et aujourd'hui, moi, je suis comme vous, hein, je découvre un peu ce sujet de la structuration et de l'organisation de cette facturation électronique. Alors, ça va être, comme toujours, comme toute transition, peut-être un petit peu compliqué pour nous, mais je pense qu'il va falloir utiliser cette période d'adaptation que l'on a devant nous, puisqu'on a jusqu'à septembre 2026, et je pense qu'il faut s'y intéresser dès maintenant, parce qu'on l'a vu, hein, il y aura plusieurs plateformes, une articulation entre les plateformes. Et donc je pense qu'en s'emparant du sujet maintenant, on va pouvoir réfléchir à quelle plateforme nous est la plus adaptée. Et puis nous recevons déjà des offres d'abonnement par les OPA. Donc je pense qu'ils vont aussi être à l'œuvre pour expliquer le fonctionnement, comment ça va se mettre en place. Et je pense qu'il faut s'emparer du sujet dès maintenant. Et puis, on aura une période d'adaptation, puisqu'il y aura une première phase où on devra recevoir les factures, et après, on aura un peu plus de délai pour les émettre.
Et donc, on va avoir le temps de s'habituer à ces premières facturations. Et puis, j'ai quand même une aspiration, moi, avec cette facturation électronique, parce qu'on va avoir un coût de plateforme, mais j'espère qu'on aura aussi des externalités positives. Alors, la première, c'est sur le remboursement de la TVA, puisque c'est mis en place par l'administration. Donc, j'espère que ça va fluidifier et accélérer le remboursement de TVA. Donc, si ça peut nous ramener de la trésorerie dans nos exploitations, ce sera un point positif. Et puis après, j'espère qu'il va se développer à côté de ces plateformes des facilités. Alors, ça peut être des facilités de règlement de facture par simple validation. Ça peut être des facilités d'enregistrement automatique de la comptabilité et qui est juste à revalider la ventilation des comptes. Si c'est très fonctionnel et opérationnel, alors peut-être pas au début, mais je pense que dans les années à venir, ça va être le cas. Ça peut aussi être un gain de temps administratif pour nos exploitations. Et le surcoût de la plateforme, il sera peut-être compensé en temps de travail, en service administratif. Et j'espère que tout ça va se mettre en place le plus rapidement possible pour qu'on n'ait pas que des contraintes, mais qu'on ait aussi des externalités positives. Voilà. Donc je vous remercie et j'espère que ça a répondu à vos interrogations et j'ai pas trop de doute que dans les mois qui viennent, il y aura un certain nombre d'informations qui seront représentées soit par la DDFiP mais également par l'ensemble des OPA qui nous entourent pour nous expliquer et nous accompagner dans la mise en place de cette facturation électronique et la Chambre en fera partie de ces opérateurs. Merci. Merci Johan et du coup merci à nos intervenants pour la qualité de leur intervention et puis on vous donne rendez-vous en février du coup. Merci beaucoup.